Bonjour à tous, chers auditeurs, vous écoutez un nouveau coup critique et chose promise, chose due, je suis toujours en compagnie de mon très cher ami Raphaël qui est à ma droite. Comment ça va, Raph ? Eh bien écoute, parfaitement bien, et toi ? Eh ben écoute, moi ça va très bien. Tu veux nous annoncer le film du jour ? Oui, nous allons parler ensemble d'un film que nous avons vu avec une tierce personne qui malheureusement n'est pas là avec nous. Eh oui. Mais qui se nomme un film Marvel, donc Les Éternels. Les Éternels, exactement. Qui est donc un film réalisé par Chloé Zhao et qui est donc sorti en 2021. C'est le 26e film déjà, dis donc, de l'univers cinématographique Marvel. C'est même le 3e de l'année, je crois, de souvenir. C'est même le 3e de l'année après Black Widow et Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Vous pouvez aller voir notre vidéo, Oui. On adore ce film. Moi j'adore ce film. Bref. Le sarcasme. Du coup. Bah là, est-ce que tu saurais nous faire un petit résumé des Éternels sans spoiler ? Alors oui, Les Éternels, c'est un film Marvel qui va centrer son discours sur une dizaine de personnages, de souvenirs 5 hommes, 5 femmes. Je crois que c'est ça, ouais. Qui interviennent grâce à un très grand créateur sur différents mondes sur lesquels les populations qui se trouvent sur ces mondes-là sont attaqués par des sortes de bêtes démons, mutantes, des trucs mutants chelous. de monstres. Et donc du coup, il faut les protéger pour que la vie puisse se développer. C'est Bien leur sûr, principale mission. Ainsi, c'est pour ça qu'on va tout de suite aller sur la première scène, qui est la scène de souvenir vers Mésopotamie ou quelque chose comme 300 agriculture, 10 000 avant notre époque, quoi, en fait. on néolithique. est au néolithique, et du coup on voit un pêcheur se faire attaquer par une grosse bête. Et cette bête en question va faire quelques morts parmi les villageois, les pêcheurs, et le reste vont être sauvés par l'arrivée des 10 fameux éternels qui sont là pour botter le train à ces bêtes maléfiques. Et leur mission, c'est de les exterminer d'ailleurs. Tout à fait. Qu'on appelle les déviants d'ailleurs. Hein, je suis en train de voir le synopsis, les déviants. C'est exactement ça. Et du coup, on fait ensuite un saut dans le temps. De toute façon, le film va pas arrêter de faire ça, de faire des sauts dans le temps constamment. Et on se rend compte que de nos jours, les Éternels vivent cachés parmi les humains, chacun dans leur coin, parce que visiblement ils se sont séparés pour une raison qu'on abordera dans la partie spoil. C'est ça. Et il y a plus de déviants, donc ils ont fini leur taf et voilà. Sauf que en fait non, les déviants sont toujours là et ils vont devoir réunir l'équipe pour sauver la Terre et les Terriens. Voilà, c'est un résumé sans spoil. Je pense que c'est un bon résumé, oui. Je pense que c'est parce que c'est difficile d'aller plus loin que ça. En vérité, après, malheureusement, le synopsis pose les bases et c'est son rôle, hein, mais c'est ça, dit mais très peu de choses. Il vend pas trop du rêve dit comme ça, quoi. De manière générale, même le spectateur n'a que peu d'informations. Bien sûr. Et il les aura au fur et à mesure du film pour construire une vision d'ensemble. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs, parce que c'est intéressant aussi justement d'avoir un film qui te prend pas trop pour un con. Je trouve que ce film nous a pas trop pris pour un con. Non. Honnêtement, moi je l'ai pas trop mal apprécié. C'est pas non plus le meilleur film de tous les temps, mais il se laisse regarder. Je trouve aussi qu'il y a une esthétique quand même qui est particulière, notamment due à Chloé Zhao, qui est une autrice du coup et réalisatrice chinoise, qui a notamment reçu un Oscar du meilleur film pour Nomadland. Voilà, donc c'est assez rare que Marvel laisse le choix finalement aussi à un réalisateur de faire ce qu'il veut, parce que souvent ils sont un peu genre à serrer la vis. Ouais, tout à fait, c'est l'expression, elle a serré la vis constamment pour nous faire un produit marketé qui ressemblera toujours plus ou moins à la même chose. Donc pour une fois, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est ça, l'esthétique est belle. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur. Si musicalement, Ramin Djawadi a fait la musique, mais j'ai vraiment aucun souvenir de ce qu'il a fait. Donc pareil, je pense qu'il n'était pas très inspiré par le film en lui-même, parce que bon, il nous a habitués à mieux, étant donné que c'est le compositeur de Game of Thrones par exemple, ou même de Pacific Rim, dont les notes résonnent encore dans ma tête. Qui aurait donc suivi les acteurs qui ont joué dans ce film. Et oui, c'est vrai, puisqu'il y a quand même quelques-uns, deux acteurs de Game of Thrones. Il y a Kit Harington et Richard Madden, exactement. On a oublié d'ailleurs de citer, il y avait aussi Gemma Chan qui joue du coup l'héroïne, Salma Hayek. Et bien d'autres. D'ailleurs, tenez, on va faire la présentation des personnages. Tiens, oui, ça peut être une idée parce qu'on a quand même 10 personnages. Alors, on va donc commencer par le personnage de Cersei, qui est incarné par Gemma Chan. Cersei qui est du coup qui a un pouvoir. J'ai déjà oublié son pouvoir. Alors, de souvenir, son pouvoir, c'est de transformer les matières en sable ou en eau. En autre truc, qu'est-ce qu'elles sont. Mais quelque chose qui, normalement, n'est pas vivant. N'est pas vivant, c'est ça. Alors, honnêtement, le personnage de Cersei, moi, je l'ai trouvé vraiment naze.
Voilà, j'ai pas aimé ce personnage. Pourtant, c'est l'héroïne, hein, donc c'est un peu triste. Je reviendrai peut-être sur mon point de vue dans la partie spoil de pourquoi est-ce que je l'ai pas aimé. Toi, t'as bien aimé ou pas? C'est pas celle qui m'a marqué. Parmi les 10, pour moi, c'est pas celle qui est dotée du plus gros charisme. Ouais, c'est ça. Donc j'aurais tendance à dire que c'est presque le personnage noté et justifié comme tel, comme héroïne malgré elle. Ouais, c'est un peu ça. Icaris, du coup, qui est un peu le Superman de l'équipe, qui a le pouvoir de balancer des rayons laser avec ses yeux et de voler, qui est incarné par Richard Madden. Moi, j'ai trouvé ce personnage très intéressant, mais pareil, il faudra que j'en parle dans la partie spoil aussi. Ensuite, on a Tena, qui est incarnée par Angelina Jolie. Honnêtement, quand je l'avais vu dans la bande-annonce, j'étais un peu dubitatif quant à son look, mais au final, le personnage est super intéressant, super attachant. Il est très sympa. Ouais. C'est un personnage un peu secondaire, mais guerrière aussi. Mais pareil, notamment, elle est beaucoup en association avec le personnage de Dong Li, qui joue Gilgamesh. Les deux forment un duo qui est vraiment, vraiment très sympathique. Gilgamesh est vraiment un bout en train très sympa. Moi, j'ai beaucoup apprécié de le suivre. Avec eux, il y a aussi du coup Kingo, qui est incarné par Kumail Nanjiani, qui est un comique américain, je crois. Attends, je dis pas de conneries, hein, il est bien américain, parce il incarne un Indien, mais il est pakistano-américain, voilà, c'est ça. Honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs persos du film. C'est lui qui donne le quotient humoristique, c'est surtout. Et sans non plus que ça pêche trop dans la lourdeur. Et en même temps, avec son acolyte, c'est vraiment le duo qui fonctionne le plus. Acolyte qui du coup est son assistant. Et son assistant, c'est ça. À l'heure où on parle au présent où le film de nos jours, se fait, en 2021. L'assistant le suit depuis près d'une 50aine d'années, donc il connaît tout de lui, il sait que c'est un éternel, et d'ailleurs il l'aide à réaliser des films, un peu comme si on inculquait une sorte de documentaire bollywoodien dans le film, dans un film Marvel. Et ça rajoute un vent de fraîcheur en fait, je trouve, dedans, et honnêtement j'ai passé un très bon moment avec ce perso. La nouveauté c'est de la nouveauté encore une fois. D'ailleurs, perso qui peut tirer des lasers avec ses mains comme un pistolet. Ce qui est drôle, c'est vachement cool comme pouvoir, mais c'est marrant parce qu'il s'en sert vraiment des fois comme un gangsta où il est là comme ça à tirer de manière horizontale, et j'ai trouvé ça très, très marrant. Du coup, avec Kingo, il y a aussi du coup un duo de personnages aussi, c'est Druig qui est incarné par Barry Keoghan qui a le pouvoir de manipuler les gens, et il y a aussi, si je ne me trompe pas, c'est Makari qui est avec elle, qui est capable d'aller super vite. Voilà, c'est une sorte de Flash qui est sourde, qui est d'ailleurs muette, pardon, puisqu'elle elle communique avec le langage des signes. Ces deux personnages un peu secondaires, on en parlera peut-être un peu plus dans la partie spoil. Et les deux derniers dont j'ai pas parlé, c'est Ajak qui est incarné par Salma Hayek qui est le chef de la bande, et Fastos qui est incarné par Brian Tyree Henry. Bon personnage aussi. Très bon personnage aussi, d'ailleurs. Qui est le scientifique, l'inventeur de bon nombre de technologies. C'est ça. Et qui apporte le quotient pas intellectuel, mais recherché dans la confection d'objets, notamment qui fait. C'est l'un des rares à faire finalement avancer de manière assez conséquente le plot, tout à fait, tout en intégrant le film en 2021 avec les principes même de la société bien sûr dans laquelle on se trouve. Si je me trompe pas aussi, c'est aussi la première fois qu'on a à l'écran un personnage ouvertement homosexuel dans l'univers Marvel. Oui, c'est ce que je voulais dire par là, c'est que il apporte aussi un aspect nouveau. Différent de ce qu'on connaît. C'est ça. Ou c'est pleinement assumé pour une fois, parce que souvent ça l'est pas malheureusement par le cinéma américain. Et puis on passe un peu de temps avec le personnage en question. C'est ça, on voit sa famille et tout, donc c'est assez intéressant. Et j'ai pas parlé de Sprite aussi, qui est incarné par Lia McHugh, qui a le pouvoir de se TP. De faire des illusions. Non, de faire des illusions, c'est ça, voilà. Elle fait des illusions. Et de raconter des histoires, de faire comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Elle fait presque du cinéma dans le cinéma. Finalement. Voilà, et elle raconte des histoires au fur et à mesure du temps. C'est pour ça, d'ailleurs. Elle raconte des légendes, en fait. Que la majorité, peut-être, des noms qu'on vous a donnés vous rappelle peut-être des choses, notamment si, comme nous, vous travaillez un peu dans le cadre d'histoire ou d'archéologie. Voilà, une femme guerrière qui s'appelle Tena, c'est Athéna, et puis notamment le deuxième héros qui est Gilgamesh. Les récits de Gilgamesh. C'est un des premiers récits jamais écrits par l'humanité. Ça, tout à fait. D'ailleurs, on peut faire le tour. Circe, c'est Circé, je crois. Icaris, c'est Icare. Ajax, c'est Ajax, j'imagine. Tena, c'est Athéna. Kingo, ça doit être à mon avis un dieu indien, j'imagine. Sprite, apparemment, elle représente
représenterait plutôt les fées de manière générale. Ouais. Druig, c'est les druides, donc tout ce qui est druidique. Ouais. Phastos, c'est Phaistos. Macari, j'en ai pas la moindre idée, honnêtement. Ça doit être pareil, quelque chose de plutôt oriental, j'imagine. Et Gilgamesh, comme tu l'as dit, c'est le premier héros de l'humanité, finalement, d'une certaine manière. Donc voilà. Bah écoute, on peut passer à la partie spoil tout de suite, peut-être, parce qu'on a pas mal fait de description. Alors, honnêtement, j'ai trouvé ça assez cool. En fait, moi, ce que j'ai préféré, franchement, c'est les flashbacks. Honnêtement, je suis d'accord, pareil. C'est toute la partie histoire qu'on voit du néolithique, puis ensuite on les voit à différentes époques interagir avec l'humanité, aider l'humanité à se développer, etc. J'ai trouvé ça vraiment très 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 cool, et j'aurais presque préféré que le film soit exclusivement que ça, que suivre des gens, un groupe de gens à travers l'histoire de l'humanité, et c'est tout, parce que ils nous ont rajouté dans le film un méchant déviant qui évolue et qui veut pareil tuer les éternels. Oui. Alors que honnêtement, ce méchant est tellement secondaire qu'il se fait buter en 5 secondes à la fin. Et traditionnellement, il faut toujours un méchant dans les films Marvel. Ouais, mais je trouve que là, pour une fois, on aurait peut-être pu s'en passer, étant donné qu'en réalité, le vrai méchant, vrai méchant entre guillemets, bien évidemment, c'est Icaris, qui est le Superman du coup du groupe. Twist, rebondissement de milieu de film, qui, bon alors après ça, c'est parce que j'ai un cerveau mal tordu, mais je me souviens qu'au moment où on a vu le personnage à l'écran, je me suis retourné vers la tierce personne qui était à ma gauche, et je lui ai dit, je suis sûr qu'en fait lui c'est le méchant. Et à la moitié du film, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend qu'en réalité, effectivement, c'est lui le méchant qui a tué le personnage d'Ajak, qui était le chef des Éternels, et qui fait croire au retour des déviants pour pouvoir en fait manipuler les Éternels dans le seul but en fait de servir leur maître à eux, les Célestes, puisque les Célestes veulent en réalité détruire la planète Terre pour pouvoir faire naître l'un des leurs. Et pour cela, ils ont besoin d'un maximum de vie. C'est pour ça qu'ils envoient les Éternels pour aider l'humanité à se développer, pour qu'ils deviennent une fourmilière géante, pour se servir de leur existence pour naître. Ouais. C'est absolument génial, je trouve, comme plot. Honnêtement. Surtout que là, on parle d'un méchant qui en soi. Et pas si méchant que ça en réalité. En vrai, le terme méchant serait arbitraire, puisque du coup, c'est une façon de vie. Oui. Voilà. Après, elle est arbitraire parce que justement, dans notre propre raisonnement, c'est pas bien de nous buter nous. Oui. Donc fatalement, c'est un méchant pour beaucoup de gens. C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi. Pour revenir sur le côté historique, j'aime beaucoup ces films qui reviennent sur un moment historique qu'on connaît pas forcément dans le dénouement, mais qui justifie le fait qu'on ait ce dénouement-là, même si on l'invente, bien sûr, par le fait que quelqu'un a fait ci ou quelqu'un a fait ça. Et ainsi, on a la boucle est bouclée, et seul toi, tu sais pourquoi, en fait. Et c'est ce qui s'est passé dans le fait d'avoir créé Babylone, parce que justement, ce sont les Éternels qui ont fait ceci. On voit d'ailleurs que Phastos, dès Babylone, veut encourager avec la création de la machine à vapeur, alors que on lui dit non, c'est un peu trop tôt. Le fait qu'il décide de ne pas interagir avec les massacres de population aztèque, notamment par Cortés dans Teotihuacan, si je me rappelle pas. Teotihuacan. Mais que l'un d'entre eux intercède à ceci et les arrête. Oui, c'est ça qui d'ailleurs brise le groupe. D'ailleurs, c'est cette action qui fait qu'ils se séparent. C'est des choses qui sont intéressantes dans la conception, parce que évidemment, quand tu étudies un peu l'histoire, t'as des clins d'œil que tu comprends bien mieux qu'une personne qui aurait une autre profession ne verrait pas. Oui, bien sûr. Du même regard. Comme peut-être certains d'autres clins d'œil nous ont échappé. Nous, on ne voit pas. Mais cet aspect, on avait l'impression en soi que ce film était quand même un peu fait pour nous dans ce sens-là. Mais donc, je pense que c'est normal qu'on puisse davantage s'intéresser à un moment passé qu'au moment présent avec le héros qui, du coup, devient le principal antagoniste. Antagoniste à mi-parcours, ouais. Et je t'avoue que moi, j'ai pas la même perception que toi. Je l'ai compris sur les derniers instants, il me semble. Ouais. J'ai bien aimé. Je pensais aussi qu'ils allaient tous mourir. J'aurais presque préféré un truc. En fait, j'aurais vu que le multivers avait été introduit il y a peu de temps avec Loki. Honnêtement, pendant un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que en fait, on n'est pas juste dans un univers parallèle où ils vont tous crever et il y a un Céleste qui va sortir quand même malgré tout. Et en fait, c'est un film à prendre genre un peu en bonus. Mais non, il faut bien l'inscrire dans le MCU du coup, quoi qu'il arrive. Mais moi, à l'inverse, je pense que ceux qui sont rescapés à la fin, qui partent, je pense peut-être que ce sont eux qui vont être intégrés dans Oui, probablement, ouais. Dans le MCU. Parce que t'as quand même quelques morts malgré tout.
J'aimerais revenir sur un petit truc, c'est que je trouve que pour un film qui a 10 personnages principaux, je trouve que la majorité d'entre eux sont quand même extrêmement bien développés. Oui. Ils ont tous leurs problèmes, leurs soucis, notamment déjà le personnage de Tena, qui est, on le rappelle, incarné par Angelina Jolie, qui est un personnage qui a beaucoup de choses à raconter, qui a des traumas, etc., dus aux anciennes choses qu'elle a pu faire dans le passé, parce que c'est pas la première fois qu'ils vont détruire un monde en réalité, ces gens-là. Et c'est juste qu'ils oublient à chaque fois ce qu'ils font. Le personnage de Kingo, encore une fois, qui est très très bien. L'idée que le personnage de Druig aussi, il ait des soucis vis-à-vis justement de son pouvoir, qui servrait vraiment à stopper toutes les guerres de l'humanité, à leur retirer ce libre arbitre pour qu'ils puissent enfin ne plus se taper les uns les autres, a beaucoup de choses aussi à raconter. Je trouve que c'est bien développé. Et le personnage de Sprite, même si elle est chiante parce que c'est une adolescente éternelle, je trouve que justement cette malédiction d'être une adolescente éternelle est très intéressante. D'ailleurs, il y a presque un petit côté Peter Pan, parce qu'elle est un peu presque la fée Clochette, et elle est amoureuse de Peter, le seul personnage qui peut voler, à savoir du coup donc Icaris. Ouais. Mais sauf qu'elle pourra jamais être avec lui puisqu'elle est une adolescente pour toujours. Pour toujours, ouais. Et pareil, le personnage de Phastos, très très bien. C'est à la rigueur peut-être juste Gilgamesh qui est pas si bien développé que ça finalement, puisqu'il meurt à mi-parcours. Mais du coup, le fait qu'on l'ait trouvé sympathique pendant la première moitié du film fait qu'on est touché par sa mort. Et il y a le personnage de Makari qui est très très peu existante, même si elle entretient une relation qui est secondaire, mais je trouve qu'on comprend tout de suite à l'écran avec le personnage de Druig, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'ils sont ensemble et ils vivent des choses ensemble et qu'ils sont potentiellement amoureux l'un de l'autre. S'il n'y a pas besoin d'avoir des dialogues pour le voir, on le sait directement. Mais j'ai un petit souci avec ça parce que je pense que le perso a pas été mis dans le film parce qu'elle a un pouvoir qui est trop pété en fait. Parce que comme elle va super vite, tu te retrouves avec le problème du gars qui peut tout faire et qui peut arrêter tout le monde. Et du coup, ils l'ont amené dans le scénar finalement qu'à la fin, exactement. Mais du coup, je vais pas prendre un temps pour parler du personnage d'Icaris, parce que honnêtement, c'est vrai que même si c'est lui l'antagoniste entre guillemets principal du film, ses intentions, moi, j'ai trouvé très très bien développées, parce qu'on comprend très très bien le problème de ce personnage, étant donné que c'est le seul avec le personnage d'Ajak à être au courant de la vraie mission que les Éternels ont à faire dessus, et que de ce fait, il a jamais voulu s'attacher à cette humanité parce qu'il sait comment ça va se terminer. Et c'est un destin qui est assez funeste, parce que au final, Ajak change d'avis au dernier moment. Il décide de ne pas respecter les ordres des Célestes, et c'est à ce moment-là que Icaris pète un cap, parce que je trouve qu'on comprend très bien la douleur du personnage, parce qu'en fait il a sacrifié toute sa vie en ayant connaissance du fait que tout le monde allait mourir, et au final il a fait ça pour rien, et forcément tu vrilles et tu te dis non mais ça va pas en fait, on va aller jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Et c'est à partir de ce moment-là du coup qu'il va vriller et qu'il va devenir un antagoniste en tuant Ajak. Et après sa rédemption est intéressante, même si je trouve ça dommage qu'il se suicide à la fin en allant se jeter dans le soleil. C'est juste symbolique parce qu'il s'appelle Icar. Mais voilà, je pense que avec Tena, c'est d'être un des personnages les mieux écrits, je pense, du film, justement, parce qu'au final, c'est peut-être plus lui le héros ou l'anti-héros, finalement, de ce film-là. À l'inverse de Cersei, qui, honnêtement, est vraiment pas charismatique pour un sou, quoi. J'ai vraiment rien à dire sur ce perso. Non, puis c'est elle qui, finalement, résout le plot à la fin, parce que quand tout le monde essaie d'arrêter Icaris, qui, lui, veut continuer le plan du Céleste, finalement, c'est elle qui va faire en sorte d'endormir le Céleste en le transformant en pierre. C'est ça. Et Icaris du coup part loin, donc on imagine qu'il part jusqu'au soleil, c'est ça. Ouais, c'est ça, on suppose, en tout cas. Moi c'est ce que j'ai supposé. Le mythe se termine comme ça. Le mythe se termine comme ça, et c'est marrant de se dire que le mythe qui a été créé bien avant se fasse là maintenant. C'est ça, de nos jours, ouais. De nos jours. Après, c'est une lecture intéressante. J'ai bien aimé aussi le fait, je vais revenir sur l'ensemble finalement, ils doivent intervenir quand il y a les déviants qui chassent les humains, mais ils ne peuvent intervenir entre les conflits entre humains. Ouais. Et après, ça peut se justifier dans le sens où s'ils commencent à interférer avec les soucis, avec les relations entre les humains, peut-être que derrière, et c'est ce qui s'est passé finalement avec Druig, un petit peu, oui. Même si je pensais que ça allait aller plus loin, que si tu influes sur leur destin, tu vas commencer à te placer au-dessus d'eux, et que fatalement tu seras une sorte de Dieu, en fait. Dieu. Bien sûr. Et donc tu irais à l'encontre de la mission première, qui est simplement, c'est pas toi le Dieu, c'est le Céleste. C'est le Céleste, c'est ça. Toute ton œuvre va disparaître, et que toi finalement, parce qu'on l'a pas abordé, t'es une sorte de robot. Oui, c'est des robots, c'est ça en fait. C'est vrai qu'on a oublié de l'aborder. Ce sont des robots, tout à fait. Ouais. Mais une création qui servent leur maître en fait. Maître. Tout à fait. C'est vrai que le personnage de Druig, t'as raison de le dire. Je pensais vraiment qu'il allait peut-être plus péter un cap que ça, et qu'il avait créé parce que là il a créé une communauté de hippies un peu dans la jungle, mais je pensais que ce serait un peu plus gros que ça, et qu'il serait allé un peu plus loin. Mais bon, c'est pareil, là je pinaille aussi un petit peu. Je voulais juste, avant qu'on termine cet enregistrement, parler vite fait du personnage de Kit Harington.
Ah oui, c'est vrai qu'on en a pas encore parlé. Qui joue un humain normal entre guillemets. J'ai bien aimé ce personnage et visiblement on sera amené à le revoir en réalité puisque il incarne apparemment un certain Dane Whitman qui serait le personnage du Chevalier Noir, un super-héros britannique de l'univers Marvel, et il a le droit à sa petite scène post-générique où visiblement il sort une épée magique maudite, et là soudain résonne une voix dans son dos, et ce n'est pas n'importe quelle voix, c'est en réalité la voix de Blade. Eh oui, Blade, le vampire, chasseur de vampires, qui du coup est introduit dans ce film-là. C'est très curieux d'introduire un personnage comme ça dans ce film, mais c'est bienvenu. Il sera incarné d'ailleurs par Mahershala Ali, qui est un très bon acteur. Voilà. Donc c'est tout. Je voulais juste le souligner parce que je suis content de revoir Blade. Voilà, même si les anciens films sont pas ouf, mais marrant à regarder. Je connais pas. Tu connais pas ? Non. Bah, c'est un demi-vampire qui chasse des vampires. Ah d'accord. Voilà. C'est vraiment juste avec un katana. Ah cool. Et des flingues. Voilà. Et le Chevalier Noir. Et le Chevalier Noir, lui, je le connais pas. Le personnage du Chevalier Noir, c'est un personnage assez secondaire, donc je suppose qu'on va le revoir dans Blade, j'imagine. Ouais. Mais voilà. Il a peut-être son propre film. Ouais. Bienvenue, Kit Harington. Bienvenue dans la MCU. C'est ça, mais tout le monde est dans le MCU de toute façon. Ah bah à la fin, il y aura tout le monde quand ce sera fini. Voilà. Bon bah écoutez, moi je sais pas si t'as des choses à rajouter ou pas dans tout ça, ou peut-être qu'on peut s'arrêter ici. Si on fait un résumé de ce qu'on a fait quand même un petit peu, c'est un film qui se laisse regarder. En fait, je pense qu'après avoir vu Shang-Chi, on avait peut-être un peu peur. Oui. On n'attendait pas forcément grand-chose des Éternels, et en soi, il le justifie bien. Oui. Les plans sont sympas, les costumes. Les costumes, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des costumes, les effets visuels et les costumes sont très beaux. Ouais. Pour ce coup-ci, c'est un bon film. Je me suis pas ennuyé. Il y a un petit rebondissement. Il y a des acteurs quand même qui sont célèbres, parce que mine de rien, entre Salma Hayek, Angelina Jolie, Kit Harington, etc., j'en passe. Hein. Ouais, non, c'est clair que c'est pas n'importe qui est dedans. Voilà, franchement, c'est un bon film. Je dirais pas que c'est un très bon film. C'est un film qui se laisse regarder et qui dans la MCU est tout à fait appréciable. J'aimerais juste rajouter un dernier truc. Malheureusement, je crois, d'après mes lectures, que ce film n'a pas eu du tout de succès aux États-Unis. Et ça me désole un peu parce que pour une fois que t'as quelque chose d'un peu qui change un peu et qui prend pas son spectateur pour un con, comme toujours c'est pas apprécié parce que les gens préfèrent une formule de cinéma basique avec toujours la même chose dedans, et du coup ça me fait un peu peur parce que j'ai peur que Marvel redevienne frileux à l'idée de laisser les libres cours à un réalisateur ou une réalisatrice en l'occurrence pour son propre imaginaire. Je me demande aussi si encore une nouvelle fois les Éternels s'inscrivent pas aussi dans la même planification avec Shang-Chi, où on a donné plus de liberté justement à des réalisateurs qui ne sont pas dans la temporalité du coup et dans les thèmes américains. Pourtant il y avait une certaine féerie qui était sympathique pour ma part dans Shang-Chi que j'ai retrouvé un petit peu ici, parce que il y a quand même ces thématiques qui sont pas forcément très développées, et le fait d'avoir une diversité qui est plus facilement justifiable aussi. Oui, bien sûr, puisque c'est des gens qui représentent l'humanité. C'est quelque chose qui était évident à voir en fait. Ça nous a pas choqué ou quoi que ce soit. C'était logique. Et ça fait quand même plaisir de se dire ça aussi. C'est que parfois on force le trait. Ouais, et là c'est pas forcé. Et là c'est pas du tout forcé. C'est normal, ça s'inscrit dans le script, dans le scénario de base, parce que ces 10 personnes finalement représentent presque 10 facettes de notre humanité à nous en fait. Oui. Et en ça, je pense que ce film est quand même relativement bien écrit et bien réalisé et bien joué. Donc si vous avez l'occasion de voir Les Éternels, franchement, chers auditeurs, allez-y. En plus, il paraît qu'il est sur Disney+ à partir de fin décembre. Donc voilà. Intéressant. Ça peut devenir un film de Noël. Ça peut devenir un film de Noël. Le film de Noël en ce moment sur Disney+, c'est Hawkeye, mais on en reparlera peut-être une autre fois. Bon bah écoutez, je pense qu'on en a fini. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais on a fait de très bons mots de fin. Oui, je pense. Et parfait. Vas-y. Faisons comme ça. Chers auditeurs, chez vous, dites-nous dans les commentaires si vous avez apprécié Les Éternels, si vous n'avez pas aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé, on peut en débattre, c'est cool. Quant à nous, on va se retrouver très bientôt, probablement pour Spider-Man 3, on va pas se mentir, parce qu'on va aller le voir dès mercredi. Enfin, moi je vais le voir dès mercredi prochain, tu es le bienvenu pour le... Ou peut-être même avant, il y a eu un autre coup critique avec... Oui, c'est vrai qu'il y a un coup critique avec Arcane qui est prévu depuis un petit moment. La série d'animation, on se retrouvera d'abord pour ça et ensuite pour Spider-Man 3. Et probablement peut-être essayer de faire quelque chose pour Matrix aussi qui est de retour. Donc quoi qu'il arrive, on se retrouve très 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 bientôt. Et puis surtout, portez-vous bien. La bise. Bisous. Pa 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 pa. Pa 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 pa.
sont encore à l'affiche. Hein. Bon bah écoute, c'est parti, on va pouvoir commencer par mourir peut attendre. Oui. Allez, c'est parti. Blah.